Nous avons tous vu ces photos, ce grain noir et blanc qui est la texture de l'histoire. Nous avons vu les actualités de la Seconde Guerre mondiale, avec cette musique patriotique couvrant l'image d'un char Sherman en feu dans un champ français. Nous avons entendu les mythes, les légendes, les surnoms. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas regarder la photo. Nous allons la sentir. Nous allons comprendre ce qui arrivait exactement, seconde après seconde, aux hommes de piégés à l'intérieur de cet acier, et pourquoi la réalité de leur destin était, est, plus dérangeante que tout ce que vous avez jamais pu imaginer. Ceci n'est pas une histoire de char, c'est l'autopsie d'un cercueil d'acier. Pour comprendre pourquoi des choses aussi horribles arrivaient aux équipages du Sherman, nous ne pouvons pas commencer sur le champ de bataille. Nous devons commencer dans le calme, dans l'idée, dans la croyance confortable qui a donné naissance à cette machine, pour ensuite la jeter dans la précipitation, au cœur de la guerre. Le géant endormi et le loup aux aguets. Pensez aux États-Unis après la Première Guerre mondiale. La Der des Ders était terminée. Le développement des chars, cette nouvelle arme brutale, est entré dans une forme d'hibernation. Le pays était en paix. Nul besoin d'imaginer de nouvelles horreurs d'acier. En 1939, alors que le monde se déchirait, le meilleur des arsenaux américains se résumait à quelques 400 chars légers. On ne les appelait même pas des chars. Ils étaient rattachés à la cavalerie. On les appelait des voitures de combat. C'était la série M2, haute sur pattes, avec un blindage qui résistait à peine aux balles, et complètement inutile face à ce que d'autres nations avaient limé perfectionné en secret. Car pendant que l'Amérique dormait, les Allemands faisaient exactement le contraire. Ils étaient obsédés. Ils avaient étudié, ils avaient analysé la doctrine blindée, l'avaient affinée et en avaient y fait une religion. Et quand la guerre a éclaté, ils ont montré au monde à quel point ils avaient Janssen raison. Leurs chars n'étaient pas des armes de soutien, ils étaient fait le fer de lance, ils étaient le Blitzkrieg. Lorsque les États-Unis ont voulu rejoindre la mêlée, la guerre s'était déjà déplacée en Afrique du Nord. Et le mieux qu'ils purent envoyer, en toute hâte, fut le M3 Lee. Le monstre de Frankenstein, M3 Lee. Le M3 Lee était étrange. C'était une machine née de la nécessité et de l'urgence. Un monstre de Frankenstein technologique. Voyez-vous, les ingénieurs américains n'avaient pas la technologie, ou peut-être le temps, pour monter un canon de char décent dans une tourelle entièrement rotative. Alors, dans un acte de désespoir logistique, ils ont rifté un canon de 75 mm dans une casemate, sur le flanc même de la coque. C'était un canon puissant, certes, mais il ne pouvait tirer que dans un arc limité. Pour compenser, ils ont ajouté une petite tourelle sur le dessus, armée d'un canon de 37 mm, une arme déjà douloureusement obsolète. Imaginez être dans l'équipage, le chef de char dans la petite tourelle, hurlant ses ordres au canonnier en dessous. Le pilote devant faire pivoter les 30 tonnes du char juste pour que l'arme principale puisse viser l'ennemi. C'était une solution temporaire, un pansement, un véhicule conçu pour acheter du temps. Et ce temps serait acheté avec le sang des équipages qui l'ont utilisé en Afrique du Nord, pendant qu'au pays, les ingénieurs travaillaient fébrilement à son successeur. La naissance du Sherman, la promesse d'acier. C'est ainsi qu'était né le Sherman, le M4 Sherman, développé dans une urgence fébrile, en 1941. Il empruntait ce qu'il y avait de bon chez son frère aîné, un châssis fiable, un train de roulement robuste, mais il ajoutait quelque chose de nouveau et de vital, une coque entièrement soudée. Ce n'était pas un détail mineur. Les chars plus anciens, comme le M3, utilisaient un blindage riveté. Celui-ci avait la fâcheuse tendance à créer de la mitraille hypersonique à l'intérieur du char.
Un obus ennemi n'avait même pas besoin de pénétrer. L'impact à l'extérieur pouvait faire sauter les têtes de rivets à l'intérieur, les transformant en projectiles mortels ricochant dans le petit compartiment de l'équipage. De nombreux équipages, hélas, en firent l'amère expérience. La coque soudée du Sherman était une promesse de sécurité. Et maintenant, enfin, il portait un canon de 75 mm dans une vraie tourelle, totalement rotative. On le considérait comme assez puissant. Sa conception, voyez-vous, visait à soutenir l'infanterie, tirer des obus explosifs sur des nids de mitrailleuses et des bunkers. On s'attendait, bien sûr, à ce qu'il puisse aussi se défendre s'il rencontrait des chars ennemis. Comme nous le savons tous aujourd'hui, ce n'était pas sa plus grande force, mais même cette faiblesse n'était rien, comparée aux problèmes qui attendaient les équipages. Ces hommes, confiants, embarquant avec leurs chars flambant neufs pour l'Afrique. Ils allaient y rencontrer les unités panzer allemandes aguerries. Leur ingénieux général, Rommel, le Don Renard du désert. Et ils allaient découvrir la peur du nombre K88. Les redoutables canons anti-aériens de 98 mm, pointés à l'horizontale, devenus les tueurs de chars les plus létaux du champ de bataille. Baptême du feu, le sable et le 88. Les premiers Sherman à voir le combat le firent aux mains des Britanniques. Ils arrivèrent juste à temps pour combler des pertes effroyables et participer à la seconde bataille d'El Alamein, fin 1942. Quelques 250 Shermans neufs, fraîchement peints en camouflage désert, arrivèrent en Égypte juste à temps pour l'invasion. Pour les Britanniques, le Sherman fut un miracle. Ils étaient habitués à leurs propres chars, les Crusaders et les Cruisers, des machines capricieuses et notoirement peu fiables. Un vétéran britannique a dit un jour que c'était un miracle de pouvoir couper le moteur du Sherman le soir et de savoir qu'il redémarrerait le matin. Le canon de 75 mm fut bien plus apprécié que les petits candy canons de 50 mm de leurs chars légers. Il pouvait détruire les Panzer III et les premiers Panzer IV. Les Shermans étaient aussi mieux protégés, loin d'être invincibles, mais mieux. Quelques 9 semaines après la bataille, les Britanniques en redemandaient. Mais il y avait des choses qu'ils n'aimaient pas, des choses que vous avez probablement entendues des centaines de fois, des choses comme prendre feu instantanément après un impact, ou être incapable d'arrêter quoi que ce soit de plus gros que les anciens canons anti-chars de petit calibre. Les Britanniques donnèrent leur feu Limver aux Sherman. Mais qu'en était-il des équipages américains? Le sang de Kasserine. Ils débarquèrent en Afrique du Nord fin 1942 avec un mélange de vieux M3 Lee et de nouveaux M4 Sherman. Et ils allaient y vivre une expérience radicalement différente de celle des Britanniques. Voyez-vous, les Britanniques avaient déjà l'expérience du combat contre les Allemands dans le désert. Ils étaient aguerris. Les équipages américains étaient verts, des bleus. Ils n'avaient aucune expérience du combat. Et ils allaient payer cette leçon de leur sang, littéralement. Au col de Kasserine, les forces américaines inexpérimentées affrontèrent sur les Allemands pour la première fois dans une bataille sérieuse. Ils firent trop confiance à leurs nouveaux Sherman. Ils ne comprirent pas leurs tactiques allemandes. Et ils furent massacrés. Ils furent déchiquetés par des canons anti-chars, dissimulés et par des panzers qui les démanœuvrèrent, brisèrent de leur formation et les chassèrent un par un. Ceux qui survécurent, cependant, apprirent la leçon. Et ils revinrent mieux préparés la fois suivante. Mais désormais, Britanniques et Américains avaient suffisamment de Shermans détruits sous la main pour comprendre ce qu'il advenait des équipages à l'intérieur une fois leurs chars touchés. Et les résultats étaient terrifiants. Anatomie d'un bûcher. La première chose, si évidente, si flagrante, et dont nous, les nerds, passionnés de blindés,
discutons encore aujourd'hui, c'était la facilité du Sherman, c'est qui s'allumait, à s'embraser juste après un seul impact. Si vous êtes l'un de ces nerds, vous saurez que cela n'avait rien à voir avec le moteur à essence. C'est l'un des plus grands mythes de la guerre. Le T-34 soviétique utilisait du diesel et brûlait tout aussi facilement. Le problème, c'était la munition. Plus précisément, le stockage de la munition. Voyez-vous, les premiers Shermans stockaient les obus du canon principal dans des râteliers ouverts, répartis dans tout le char. La plupart se trouvaient sur des étagères, dans les porte-sponsons latéraux. Ce sont les parties de la coque qui dépassent au-dessus des chenilles. Maintenant, réfléchissez-y. Non seulement ces obus étaient cantés sans protection, prêts à s'embraser au contact de la moindre étincelle, du moindre éclat incandescent traversant le blindage, mais ils étaient situés à l'endroit même où ils avaient brûlé le plus de chances d'être touchés. Qu'il s'agisse d'un impact latéral ou d'un impact frontal sous un certain angle, un projectile avait une probabilité maximale de frapper cette munition, groupée au centre du char. Au début, ils tentèrent promptement de résoudre le problème en soudant des plaques de blindage supplémentaires sur les sections où la munition était stockée. Cela ne servit pas à grand-chose. Trop d'équipages payèrent comme de leur vie. Ou de blessures horribles lorsque leur munition s'enflamma alors qu'ils tentaient encore de sortir du char. Le Tommy Cooker, un surnom marqué au fer rouge. C'est ainsi que le Sherman gagna ses surnoms infâmes. Les Britanniques, avec leur humour noir et macabre, l'appelèrent le Tommy Cooker, la russe rôtissoire à Tommy's. Les Allemands l'appelaient Jomelus briquet ronçon. D'après le slogan de la compagnie, il s'allume du premier coup, à chaque fois. Et il y avait autre chose. Le Sherman était conçu pour emporter environ 97 obus. Mais les équipages, terrifiés à l'idée de tomber à court de munitions au milieu d'une bataille, embarquaient souvent des obus supplémentaires. Ils les empilaient sur le plancher de la tourelle. Ils les glissaient sous les sièges. Ils les fourraient dans n'importe quel recoin disponible. Ce nombre pouvait monter jusqu'à 140 obus. Ils transformaient, avec les meilleures intentions du monde, leur char en un bûcher funéraire encore plus efficace. Le problème fut résolu avec l'introduction du stockage humide. Pour les non-initiés, c'était un système de stockage spécifique, avec des parois métalliques doubles remplies d'un mélange d'eau et de glycol. La théorie était que si un projectile pénétrait, le liquide se répandrait et éteindrait le feu, ou du moins le retarderait assez longtemps pour que l'équipage puisse sortir. Cela réduisit les chances qu'un Sherman s'embrase, passant d'un taux alarmant de 70 ou 80% à environ 10 ou 15%. On dit cependant que le facteur le plus important fut le déplacement de la munition. Elle fut déplacée des sponsons latéraux vulnérables vers le plancher de la coque, où elle avait beaucoup moins de chances d'être touchée. Quoi qu'il en soit, les équipages étaient bien plus heureux, même si le stockage humide est arrivé bien trop tard pour tous ceux qui moururent brûlés vifs en 1942 et 1943, avant son introduction. Mais le feu n'était pas la seule horreur. Il y avait un autre problème de conception, un problème tout aussi mortel, le piège de l'évacuation. Une autre chose dérangeante, quand on y pense vraiment, c'était les écoutilles des premiers Shermans. Le pilote et le copilote avaient au-dessus d'eux des écoutilles rectangulaires, étroites, à peine assez larges pour qu'un homme et son équipement puissent même s'y faufiler. Mais ce n'était rien comparé aux pauvres canonniers, et surtout aux chargeurs dans la tourelle. Les premiers Sherman avaient une seule écoutille en deux parties pour les 3 personnes de la tourelle. Une seule, pour le chef de char, le canonnier et le chargeur. Maintenant, imaginez la scène, imaginez que vous y êtes, vous êtes le chargeur.
Votre char, chargé à ras-bord de carburant et de munitions, est touché. Le compartiment se remplit d'une fumée noire et épaisse en une fraction de seconde. L'odeur d'ozone et de cordite brûlée vous prend à la gorge. Vous sentez une chaleur brûlante dans votre nuque. Et 3 hommes, s'ils ne sont pas morts, sur le coup, doivent pour se battre, hurlant, paniqués, pour sortir par une unique et étroite écoutille. Pensez à la façon dont l'équipage entrait. D'abord, le chargeur, rampant sous ou derrière la culasse du canon jusqu'à sa position la plus profonde. Après lui, le canonnier. Et enfin, le chef de char. En cas d'évacuation rapide, le processus devait s'inverser, en théorie. 1 seconde pour mourir, 1 éternité pour sortir. J'ai vu un jour un documentaire où un vétéran, ancien chargeur de Sherman, racontait son histoire. Son char fut touché. L'obus a pulvérisé le canonnier et le chef de char, les tuant tous les 2 sur le champ. Leurs corps se sont affaissés, l'un sur l'autre, bloquant l'unique écoutille. Le char s'est rapidement rempli de fumée et de flammes. Lui, le chargeur, indemne, tenta de les écarter. Il tenta de pousser les corps inertes de ses amis pour pouvoir passer. Mais il n'y arrivait pas. Ils étaient coincés, ils étaient coincés. Après quelques secondes qui durent être une agonie absolue, une éternité de panique et de suffocation, il vit, à travers l'obscurité, une faible lumière, une lumière venant de l'écoutille du pilote. Il eut de la chance. La tourelle avait pivoté dans une position qui lui permettait d'atteindre le poste de pilotage, dont l'écoutille était déjà ouverte, le pilote ayant sauté depuis longtemps. Il réussit à quitter le char de cette façon. Je ne sais pas pour vous, mais cela me donne la chair de poule, rien que d'y penser. À partir de 1944, des écoutilles ovales, plus grandes, furent ajoutées, avec des ressorts pour alléger leur poids. Et le chargeur, enfin, obtint sa propre écoutille, ce qui, au moins, soulagea légèrement sa vie, déjà bien assez difficile de tankiste. Le Sherman avait plusieurs procédures pour contrer les incendies internes, comme des extincteurs automatiques pour le compartiment moteur et des unités portables de CO2 pour l'équipage. Mais en pratique, quand vous voyiez de la fumée et des étincelles à l'intérieur, la seule vraie option était de sortir et de s'éloigner le plus possible du char. Les équipages s'entraînaient à l'évacuation. Régulièrement, ils apprenaient à trouver chaque écoutille au toucher pour pouvoir le faire dans le noir, dans la fumée, automatiquement, et le plus vite possible. Malgré tout, il n'était pas rare qu'un Sherman s'embrase si vite que personne n'ait la moindre chance de s'échapper. Le paradoxe de la survie. Mais voici un fait intéressant. Un paradoxe. Malgré les risques énormes avec lesquels vivaient les équipages et la facilité relative avec laquelle un Sherman pouvait être mis hors de combat, une étude de l'armée américaine entre 1944 et 1945 a révélé qu'en moyenne, un membre d'équipage mourait pour chaque char Sherman neutralisé. Un seul. Les Soviétiques, en comparaison, avaient une statistique pour leur T-34 montrant que 2 tankistes mouraient pour chaque char mis hors service. Regardez ça, ils avaient un taux de mortalité double, malgré un équipage de 4 membres, au lieu des 5 du Sherman. Cela signifie que, malgré ses défauts terrifiants, le Sherman était paradoxalement un char où l'on pouvait survivre. Si vous étiez touché, vous aviez une chance décente de vous en sortir vivant. Si, et seulement si, vous pouviez en sortir. Maintenant, avant de passer à ce qui se passait après l'impact et à qui était assignée la tâche de retirer ce qu'il restait, voyons d'abord les armes qui avaient le plus de chances de frapper un Sherman et comment chacune d'elles affectait l'équipage différemment. Le marteau et l'enclume, les armes qui tuent. Quand les gens pensent aux plus grands tueurs de chars de la Seconde Guerre mondiale, ils pensent généralement aux grands félins allemands, les tigres et les panthères, décimant les blindés alliés, tandis que les obus ennemis ricochent mais sans effet, comme dans les films.
Mais les plus grands tueurs de chars, pour tous les camps, étaient en réalité les canons anti-chars remorqués et les mines. Pour le Sherman, la première menace fut le Pak-38, le canon anti-char allemand de 50 mm, également monté sur les Panzer III améliorés. Le Pak-38 pouvait déjà mettre un Sherman hors de combat sans trop de problèmes, bien que cela soit devenu plus difficile une fois le blindage frontal du Sherman amélioré. Mais les Allemands introduisirent alors le Pak-40, un canon anti-char de 75 mm. Et celui-ci tourmenta les équipages de chars alliés pour le reste de la guerre. C'était un canon redoutable, avec une vitesse à la bouche très élevée. Il fut aussi modifié et monté sur le Panzer IV. Et puis, bien sûr, vint le plus terrifiant, l'infâme 88. Initialement utilisé comme canon anti-aérien, il devint bientôt le canon anti-tout. Et il était très doué pour ça. Mais ce qui rendait les canons allemands bien plus mortels, c'était la nature de leurs projectiles. Voyez-vous, les Alliés utilisaient principalement des obus perforants pleins, un simple morceau de métal massif. Ils perçaient le blindage avec un peu de chance et causaient des dégâts par la pure force et l'énergie cinétique. Mais les Allemands avaient quelque chose appelé charge explosive interne. C'était une petite charge explosive à action retardée, conçue pour détonner quelques millisecondes après que l'obus ait pénétré le blindage. Et si avoir un obus perforant à haute vélocité traversant votre char n'était pas déjà assez grave, vous aviez maintenant ce qui était, en gros, l'équivalent d'une grenade dégoupillée explosant à l'intérieur du compartiment de l'équipage après la pénétration. Cela enflammait le carburant et les munitions bien plus facilement. Et, bien sûr, ce n'était pas très bon pour la santé de l'équipage. Le jet de cuivre fondu. Ensuite, il y avait les armes anti-chars d'infanterie. Et les Allemands en avaient beaucoup plus tard dans la guerre. Le Panzerfaust et le Panzerschreck. Ils pouvaient transformer un Sherman en boule de feu d'un seul coup et étaient particulièrement mortels en combat urbain. La façon dont ils affectaient les équipages était peut-être encore pire que celle des canons anti-chars. L'ogive était une charge creuse. Au contact du blindage du Sherman, elle explosait et créait un jet à très haute température, un plasma de cuivre fondu qui faisait fondre l'acier et projetait un dard de métal en fusion à l'intérieur du char. Sur l'équipage, sur le carburant, sur les munitions. Encore une fois, pas la meilleure façon de commencer sa journée si vous étiez un membre d'équipage de Sherman. Ces armes, en fait, tuaient même plus de membres d'équipage par char touché que les canons anti-chars. Et à cause d'elles, on voyait souvent des blindages improvisés ajoutés autour des Shermans, des troncs d'arbres, des sacs de sable, du béton. Tout ce que les équipages pouvaient trouver pour tenter de faire détonner la charge loin du blindage principal. Cependant, contre les canons anti-chars, ces protections improvisées ne faisaient presque rien. Ensuite, nous avons les mines. Outre les mines anti-chars standards, qui causaient généralement une mort de mobilité en faisant sauter les chenilles d'un char, elles se transformèrent parfois en quelque chose de bien pire. Jetez un œil à ce Sherman retourné. C'est à Okinawa. Il a heurté une mine anti-char qui, très probablement, était connectée à une bombe aérienne de 500 livres. L'explosion a soulevé le char de 30 tonnes dans les airs et l'a renversé. C'est une vidéo triste. On peut voir le membre d'équipage survivant sortir, réalisant que personne d'autre ne sort du char alors que celui-ci commence à brûler. Maintenant que vous comprenez les armes anti-chars et leur fonctionnement, vous pouvez facilement imaginer comment elles affectaient le corps humain, même s'il vaut mieux que vous ne le fassiez pas. Le ventre de la bête, le nettoyage. Une chose pour laquelle le Sherman était réputé, c'est qu'après avoir été mis hors de combat, il pouvait être récupéré
réparé et remis en action avec une relative facilité. C'était un char robuste à cet égard, mais cela signifiait que quelqu'un devait entrer dans le Sherman qui avait été touché, ou certains membres de l'équipage, ou plutôt ce qu'il en restait, étaient toujours à l'intérieur. Parfois, c'était les mécaniciens. Parfois, c'était les pauvres gars des unités du service d'identification des morts, dont le travail était de récupérer et de collecter tous les corps amis sur le champ de bataille. Je dois peser mes mots ici, car je ne peux pas être trop graphique. Si le carburant et les munitions d'un Sherman s'enflammaient et qu'ils brûlaient entièrement, les restes à l'intérieur n'étaient souvent que du charbon, à peine reconnaissable. S'ils ne brûlaient pas, vous aviez toutes sortes de restes gélatineux pulvérisés partout à l'intérieur que quelqu'un devait nettoyer. La procédure consistait à ouvrir l'écoutille d'évacuation inférieure de la coque et, essentiellement, à tout nettoyer au jet d'eau. Évacuer au jet ce qu'il restait des hommes. Ensuite, repeindre l'intérieur en blanc pour qu'on ne puisse pas reconnaître ce qui s'y était passé auparavant. Selon les dégâts, le Sherman était cannibalisé pour les pièces, où on ressoudait les trous de pénétration et on lui donnait une autre vie. Cela s'appliquait aussi aux équipages. Pendant les batailles les plus intenses, les équipages des Sherman neutralisés, qui s'en sortaient montés vivants, formèrent de nouveaux équipages improvisés et prenaient en charge le prochain char disponible, retournant à l'action. Certains furent touchés plus d'une fois, dans plus d'un Sherman, au cours d'une seule bataille. Si vous êtes très curieux de voir réellement les choses dont je parle, vous pouvez les trouver sur Internet. Je suis tombé sur plusieurs vidéos de ce genre, mais je ne vous le recommande pas, parce qu'une fois que vous avez vu ça, vous ne pouvez plus l'oublier.